Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un petit panorama des drones utilisés dans le conflit en Ukraine. Alors ça ne sera pas exhaustif, puisque il y a énormément de drones utilisés, mais nous parlerons des drones les plus couramment utilisés pour ces offensives. Alors, intensivement apparus dans la guerre du Karabakh, les drones ont gagné une place centrale dans le champ de bataille en Ukraine. Dès les premières semaines de la guerre, les Ukrainiens ont surpris l'armée russe par une utilisation inattendue et redoutable de ces engins. En retard, Moscou tente aujourd'hui d'aligner massivement ses aéronefs pour rattraper le désavantage. Donc, un petit panorama des drones les plus couramment utilisés dans ce conflit russo-ukrainien. Alors tout d'abord, parlons de l'impact de ces drones sur le champ de bataille. Lourds dégâts infligés pour un investissement minime. Impact psychologique sur l'ennemi, préservation des vies. Les drones offrent une solide avantage tactique. Ils remplissent 4 principales missions. La livraison de charge, explosif ou kamikaze, la surveillance, le renseignement, la nuisance, le rodage et les cyberattaques. Sur le terrain, les drones ont un impact très fort. D'abord, ils terrorisent les soldats, qui sont obligés de se terrer dans des caches. Les forêts, les bosquets ne sont plus des lieux où l'on peut disparaître à l'œil de l'ennemi. Les drones armés ont la capacité de décimer une section entière qui se croit abritée. Les petits aéronefs réalisent aussi des destructions ciblées de chars, de véhicules, de postes de commandement, de pièces d'artillerie, etc. Les missions de renseignement sont également très précieuses. C'est d'ailleurs leur tâche principale. Sans risquer aucune vie, l'action des drones améliore très fortement la précision de l'artillerie et des opérations. L'Ukraine applique une doctrine de la guerre d'information conceptualisée en 1990 par les États-Unis, le Network Centric Warfare. Elle connecte les appareils numériques en réseau pour partager l'information recueillie en temps réel dans un cloud, le système Delta pour l'Ukraine. Toutes les données saisies par les drones et autres capteurs sont envoyées à ce système qui offre aux troupes une importante visibilité du terrain. Dès les premières semaines des combats, les belligérants se sont également dotés de drones civils, très peu onéreux, mais remplissant des missions similaires. Pour un montant de 1000 à 3000 euros, ils peuvent causer des dégâts atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros. Si les drones ukrainiens ont pu efficacement profiter de la désorganisation des Russes au début de la guerre, ces derniers ont maintenant rééquilibré les forces. Les systèmes anti-drones, brouilleurs et engins de destruction obligent l'Ukraine à en consommer un très grand nombre. Selon le think tank britannique Royal United Service Institute, Kiev perdrait 10 000 de ces petits drones par mois. Un nombre que l'Ukraine assume car il épargne la vie de milliers d'hommes. Il est impossible de recenser tous les drones civils utilisés par l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne en achète volontairement des milliers différents. Différentes ondes, différents bruits. Les Russes ont plus de mal à les contrer. Nous tâchons de recenser dans cette petite vidéo les principaux drones qui sont utilisés côté ukrainien et côté russe. Alors, au niveau de l'Ukraine, tout a commencé, rappelez-vous, avec le Bayraktar TB2.
Le Bayraktar TB2 est un drone turc, comme vous le savez. Sur tous les écrans depuis le début de la guerre, le drone Bayraktar concentre à la fois éloge et critique. Ce drone de surveillance est la conception phare de l'entreprise turque familiale Baykar, dont le directeur technique n'est autre que le gendre d'Erdogan. Long de 6,5 mètres pour une envergure de 12 mètres, le Bayraktar TB2 peut atteindre une vitesse maximale de 220 km/h. Son altitude opérationnelle située entre 5500 et 6500 mètres lui permet de couvrir un rayon de 150 km durant plus de 20 heures. Conçu pour des missions de surveillance et de renseignement, le TB2 peut aussi transporter des missiles dont les tirs précis s'expliquent par la qualité du guidage laser. Après son premier vol en 2009, le TB2 arrive dans l'arsenal turc en 2012. Opérationnel en 2014, il apparaît dans une opération des forces turques contre le PKK en 2018, en Libye contre le maréchal Haftar en 2020, en Syrie pendant l'opération Bouclier de l'Euphrate, au Mali en 2022. Le drone s'est surtout révélé au service de l'armée de l'Azerbaïdjan en 2020 lors de la guerre au Haut-Karabakh, Arménie. Ayant particulièrement convaincu les Ukrainiens, Baykar a vendu plusieurs drones à Kiev depuis 2021. On l'aperçoit dans le Donbass dès cette année, où il est utilisé pour la première fois au combat. Surtout lorsque l'armée russe arrive en Ukraine et qu'elle est surprise par une résistance inattendue, les TB2 se révèlent extrêmement efficaces. Ciblant les véhicules, notamment les véhicules d'artillerie, ils dévoilent aussi les failles de l'armée russe que les soldats ukrainiens ont pu exploiter. Dans la guerre d'information, les vidéos des frappes réalisées par les TB2 diffusées sur les réseaux ont contribué à maintenir le moral côté ukrainien, à l'affaiblir du côté russe. Le site de source ouverte Oryx a recensé tout le matériel russe détruit par ces drones dont on a la preuve. 5 chars, 7 véhicules blindés, 8 véhicules d'artillerie, 17 systèmes de missiles sol-air, 5 navires, 2 trains, 31 véhicules entre autres. Les soldats ukrainiens ont même fait une musique pour vanter sa puissance salutaire. Il faut désormais relativiser son efficacité. En effet, le TB2 a brillé au tout début de cette guerre, profitant d'un commandement russe surpris et désorganisé. La situation a désormais changé. L'armée moscovite est équipée de brouilleurs qu'elle a disposés sur tout le front. Elle aurait pris l'avantage dans la guerre informationnelle. Ayant perdu 23 TB2 selon Oryx, l'Ukraine utilise ceux qui lui restent essentiellement pour des missions de surveillance, loin du front. L'usage de petits drones moins onéreux et plus discrets est désormais privilégié sur le front. Depuis cette guerre, l'entreprise Baykar a reçu des commandes de 22 pays différents et envisage d'ouvrir une plateforme de production directement en Ukraine. L'engouement va s'affaiblir. Depuis que les Russes maîtrisent leurs dispositifs anti-drones, l'Ukraine consomme des milliers de petits drones. Le Bayraktar TB2 ne peut être perçu comme une arme miracle. Et pour acquérir un tel matériel, il faut compter 5 millions de dollars pour le drone et 5 autres millions pour la station de guidage, un camion équipé. Si la somme reste élevée, un drone américain conçu pour les mêmes missions coûte dans les 20 millions de dollars.
Parlons maintenant de Putschiller. C'est un drone clé de l'armée ukrainienne. Il est produit par une entreprise ukrainienne créée par les vétérans de la Crimée. Il a une envergure de 2,25 mètres et une vitesse de croisière de 72 km/h. Surtout, le Punisher transporte une bombe de 3 kg. Ce drone est couplé à un autre, plus petit, produit par la même entreprise dont le rôle est de reconnaître les cibles que le Punisher frappera. Ce serait l'un des drones d'attaque parmi les moins chers du monde. En effet, son prix est étonnamment bas. Faut compter 70 000 $ pour équiper 2 Punisher avec la station de pilotage. Il y a ensuite le UJ-22. Le UJ-22 Airborne, conçu par Ukretch, une entreprise ukrainienne spécialisée dans les drones aériens, a été dévoilé pour la première fois lors du Salon international Armed and Security 2020, en 2021. Ce drone de reconnaissance aux allures conventionnelles est beaucoup utilisé dans cette guerre. Il dispose d'un bon rayon d'action de 100 km, mais il peut survoler une distance de 800 km. Il suffit alors d'entrer les coordonnées GPS de l'objectif se trouvant au-delà du rayon d'action pour qu'il l'atteigne. L'UJ-22 est parfois utilisé pour frapper directement des cibles. On lui installe des grenades, des obus ou des bombes non guidées sous ses ailes. Il se montre précis à 10 mètres près quand il lâche une munition à 700 mètres de hauteur. Il ne peut supporter une charge utile supérieure à 20 kg, 12-13 kg de charge offensive directement et une caméra. L'armée ukrainienne disposerait de 500 exemplaires. Récemment, l'UJ-22 a fait là une de l'actualité en ayant ciblé Moscou le 3 mai 2023. Il y a aussi l'A1SM Furia. Ce drone de reconnaissance est produit par l'entreprise Athlon Avia, entreprise créée par 3 passionnés d'aéromodélisme pour produire des drones de compétition. Elle fournit désormais l'armée ukrainienne. Athlon Avia est devenue une entreprise classifiée qui produit près de 100 drones par mois et dispose d'un centre de recherche et développement. L'AISM Furia est le petit bijou de l'armée ukrainienne, très rustique par sa composition en matériaux composites et plastique léger, 5,5 kg. Il peut être lancé à la main et réparé avec du scotch. Atteignant une vitesse de 120 km/h et disposant d'une autonomie de 3 heures, son rayon d'action est de 50 km. Ce drone est silencieux et doté d'une caméra haute définition. Il capture d'ailleurs la plupart des images aériennes de la guerre qui circulent sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, l'A1SM Furia informe très précisément l'artillerie sur les positions ennemies. Vous verrez une petite vidéo sur Twitter. Vous avez le Leka 100 qui est également l'un des drones les plus utilisés par l'armée ukrainienne, qui mesure 1,18 mètres de longueur et 1,13 mètres d'envergure. Il atteint une vitesse maximale de 120 km/h, lui permettant d'opérer jusqu'à 100 km de distance. Conçu pour la reconnaissance par Devro, il peut servir aussi pour les trappes kamikazes. Depuis le début de la guerre, la source ouverte révèle que 20 Leka 100 ont été détruits et 11 ont été capturés. Vous avez ensuite l'Azu-1 Valkyria. Ce drone de reconnaissance est une aile volante en carbone et plastique de 1,6 m d'envergure, très léger et fin. Son petit moteur électrique propulse l'engin grâce à une hélice bipale discrète dont le bruit est presque imperceptible à 15 mètres de distance.
Son autonomie de 2 heures lui permet d'opérer dans un rayon d'action de 35 km. Sa facilité d'utilisation, il se lance à la main et atterrit sur le ventre. En fait, un excellent outil de renseignement sur le front. Le Mara 2M, le Shark, le Orlik se ressemblent beaucoup et remplissent peu ou prou les mêmes missions que les autres drones. L'armée ukrainienne utilise aussi des aéronefs de photographie aérienne comme le Skiff. Le R-18. Le R-18 est bien différent des autres drones de surveillance et de reconnaissance. Il sert au combat, essentiellement, pour délivrer des bombes. Le R-18 est développé par Aerovinska, une organisation créée en 2013 qui ambitionne de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine par la robotique. Le drone est donc un sujet d'étude spécialement abouti. Aerovinska est ensuite formé en unité spéciale de dronistes au début de la guerre qui attaquent les véhicules blindés et les troupes russes. Cette unité effectuait aujourd'hui près de 300 missions par jour. Le drone R-18 que vous verrez sur la vidéo que vous pouvez accéder sur Twitter dans les commentaires ne pèse que 13 kg et mesure 1,2 m d'envergure. Il est capable de voler 45 minutes dans un rayon d'action de 5 km grâce à ses 8 moteurs. Il peut transporter jusqu'à 3 munitions, notamment des grenades soviétiques anti-chars RKG-3 HIT et des bombes RKG-1600. Vous avez ensuite le Kajan E620. Le Kajan E620 est opérationnel depuis l'été 2022. Dans le même style que le R-18, ce drone développé par des Ukrainiens atteint une vitesse maximale de 40 km/h et peut voler jusqu'à 400 mètres de hauteur. Il est équipé d'un système de largage de munitions et peut transporter jusqu'à 20 kg de charge utile. Le Kajan E620 coûte entre 12 et 15 000 $ à l'achat. Vous avez une petite vidéo sur YouTube. Ensuite, il y a le BAVR, le 26 mai 2023. Le monde a sans doute découvert un nouveau drone, le BAVR, Castor en français. Il aurait été utilisé dans l'attaque de drones contre Moscou, produit par l'association d'entreprises Ukrokodomprom, industrie ukrainienne de la défense. Il remplit des missions kamikazes. On ne sait pas grand-chose encore sur ce petit nouveau, mis à part qu'il est conçu en plan canard, avec 2 petites ailes devant et 2 grandes derrière. Contrairement aux nombreux autres drones tractés par une hélice, le BAVR est propulsé par un moteur thermique. Il y a aussi, bien entendu, l'aide américaine, puisqu'il y a plein de drones américains. Avec Bayraktar, d'autres drones étrangers équipent l'armée ukrainienne. Les États-Unis ont notamment livré de nombreux aéronefs à Kiev, comme le RQ-20 Puma, le Quantix Recon, le Switchblade, drone suicide de l'entreprise californienne AeroVironment. L'aide pourrait monter au cran supérieur avec des déclarations de l'industriel General Atomics, qui a reconnu discuter avec l'Ukraine d'une possible livraison de drones MQ-9 Reaper, discret, très puissant. Ce drone au rayon d'action de 1800 km peut embarquer jusqu'à 1,5 tonnes de munitions contre 150 kg pour le Bayraktar TB2. Côté Russie, donc drone contre drone. La désorganisation qui régnait dans l'armée russe aux premières semaines de l'invasion a grand ouvert la fenêtre de tir des Bayraktar. Si les pertes ont été lourdes, la situation s'est maintenant presque égalisée. L'armée moscovite a mis au point sa défense anti-drone et s'équipe de drones. Dans sa doctrine, elle préférerait la puissance des hélicoptères, un choix qui n'est pas dépassé et qui rend la contre-offensive très aride pour les Ukrainiens.
Cette guerre tend vers un symbole symétrique d'armée. En effet, la Russie a révisé sa doctrine d'emploi des drones et compte autant profiter de leurs effets que les Ukrainiens. Elle se confronte à un problème, son retard industriel sur le sujet que les sanctions rendent plus complexe à combler. Sans doute utilise-t-elle une moins grande variété de drones en nombre limité, avec parfois un retard technologique, mais l'armée russe n'est pas en reste dans cette guerre de drones. Alors, il y a d'abord le Forpost. Le Forpost renseigne une partie de l'armée russe. C'est un drone qui a été testé pour la première fois en 2019. Il n'est en réalité qu'une copie sous licence d'un drone israélien de reconnaissance IAI Searcher. La version originelle n'est pas conçue pour embarquer des munitions, tandis que les ingénieurs russes ont prévu un transport de bombes. Avec 8,5 mètres d'envergure pour 5,8 mètres de long, le Forpost peut opérer jusqu'à une distance de 250 km. Vous avez ensuite l'Orion. L'Orion est un drone de reconnaissance et d'attaque mis en service dans l'armée russe en 2020. Se voulant concurrent en retard du MQ-9 Reaper américain, ce drone est construit en série depuis 2021 par Kronstadt Group au nord de Moscou. Son fuselage est fait en carbone avec un système de protection anti-givre qui lui offre une bonne résistance aux très mauvaises conditions météo. Son envergure de 16 mètres et sa longueur de 8 mètres pour un poids d'environ 1 tonne lui imposent un décollage sur piste. Il a un rayon d'action de 700 km lorsqu'il est guidé par satellite. En comparaison, le Reaper américain remplit des missions jusqu'à 1800 km de sa station de pilotage. Vous avez accès à une petite vidéo. L'Orion peut embarquer 4 missiles ou bombes qui ciblent particulièrement les chars. Les ingénieurs russes l'ont aussi doté de capacités antiaériennes. On l'a vu tirer un missile RR sur un drone au cours d'un exercice en 2021. Vous avez donc des vidéos également sur YouTube. Et avec sur les photos des bombes aériennes mises en œuvre par le Orion. Vous avez ensuite le Lancet 3. Alors le Lancet 3, c'est un drone suicide, très utilisé par l'armée russe. Produit par l'entreprise Zala Aero, une filiale du groupe Kalachnikov, il vise de préférence l'artillerie. Très compliqué à détecter, léger, 12 kg. Il fond à 300 km/h sur le point faible de sa cible. Les Occidentaux lui reprochent beaucoup de choses, notamment sa faible charge d'explosifs, 3 kg, son rayon d'action assez limité, 40 km, son endurance moyenne, 40 minutes. La légèreté du fuselage l'empêche de traverser les branches ou les filets, et il atteint un taux de destruction de 60%, jugé insuffisant. Mais ce chiffre n'est pas négligeable, car le drone n'est pas coûteux, entre 20 000 et 40 000 euros, facile à produire et simple d'utilisation. Vous avez une petite vidéo à ce sujet. Le Lancet se lance depuis une catapulte, qui peut être installée aussi bien au sol que sur un véhicule ou à bord d'un bateau. La marine russe a d'ailleurs annoncé qu'elle y pensait, augmentant considérablement la capacité de frappe des navires. Le Lancet, malgré les nombreux reproches qu'on lui fait, cherche à allier quantité, qualité, facilité d'utilisation et de production, l'équilibre durable dans cette guerre. Vous avez ensuite l'Orient 10, qui a été produit par le Centre spécial de technologie de Saint-Pétersbourg. L'Orlan 10 est un drone de reconnaissance et de guerre électronique, facile à produire et à utiliser. Il est catapulté ou se lance à la main. L'Orlan n'est pas coûteux. Il effectue ses missions haut dans le ciel, nécessitant le tir d'une artillerie antiaérienne pour le détruire.
Généralement, les Ukrainiens ne cherchent pas à l'abattre car le prix d'un tir est bien plus onéreux que sa perte infligée. Il peut voler 16 heures dans les airs, durant lesquelles il filme le terrain avec une qualité tout à fait acceptable, malgré en réalité les optiques du commerce. Et nous avons découvert que son réservoir d'essence n'était autre qu'une bouteille en plastique. Vous avez une petite vidéo à ce sujet. Pour cette guerre, l'armée russe a installé 4 bombes sur un certain nombre de ses Orlan. Une version des Orlan est entièrement consacrée à la guerre électronique. Couplé au véhicule l'R3, un véhicule spécialisé pour la guerre électronique, l'Orlan capte notamment les bandes GSM qui servent au téléphone portable. Avec 2 drones, le véhicule peut couvrir 6 km et collecter les données de 2000 mobiles. Avant l'attaque de la Russie, les soldats de la 54e brigade ukrainienne ont reçu ce SMS sur leur téléphone portable. Moscou a donné le feu vert à l'utilisation des forces armées RF dans le Donbass. Il est encore temps de sauver votre vie et de quitter la zone JFO. On pense que ce serait peut-être l'œuvre d'un Lear-3 et de ses Orlan. Vous avez ensuite le drone Eleron 3. L'Eleron 3 est un drone de reconnaissance fabriqué par la société Zao, équivalent SA non coté, russe d'Enix. Mise en service en 2014, sa petite taille et ses ailes repliables le rendent facilement transportable dans une mallette. Il se lance depuis une catapulte pour effectuer des missions dans un rayon d'action de 25 km durant 1h40. Vous avez une petite vidéo à ce sujet. Ensuite, vous avez le drone de Tachyon. Le Tachyon est une aile volante de reconnaissance produite par la société Ismatch, une des filiales de Kalachnikov. Surtout utilisé pour éclairer l'artillerie russe, ce drone peut voler 6 heures sur un rayon d'action de 40 km dans toutes les conditions météo. Vous avez ensuite le Grana 1, le Grana 2, le Grana 3 et le Grana 4. Les drones Grana effectuent des missions de reconnaissance généralement pour l'artillerie. Le Grana 1 est une petite aile volante qui a évolué en forme d'avion pour les séries qui suivent. Ensuite, vous avez le Zala 421 16E et le Zala 421 ZEM. Ces drones initialement conçus pour surveiller les gazoducs, oléoducs et prévenir les risques d'incendie ou d'inondation sont mobilisés en Ukraine. Ils sont produits par la même entreprise que le Lancet, la société Zala. Les versions 16EM sont une modernisation de la précédente pour les mêmes qualités. Le 421 16EM est plus petit et moins aérodynamique. Les 2 séries sont des ailes volantes d'une envergure de 1,8 m avec un fuselage complet. Les 2 versions remplissent également des missions de reconnaissance. Vous avez une petite vidéo à ce sujet. Le Irkut 10. Ce petit drone de 70 cm n'est pas très connu. Il est attaché à la reconnaissance, capable de voler dans des conditions météo peu défavorables. Il se lance depuis une catapulte et agit sur un rayon d'action de 70 km. Ensuite, vous avez le drone Corsair. Le contrat pour le développement de ce drone Corsair en français, a été signé entre le ministère russe de la Défense et Lunch, un important bureau d'études ukrainien de l'industrie de défense. Annoncé en 2009, il doit équiper l'armée russe en 2025. Présenté dès 2015, ce drone aux apparentes d'un Bayraktar remplira essentiellement des missions de reconnaissance stratégique avec une visibilité atteignant les 200 km. On suppose également que le Corsair pourrait agir comme un drone de combat en portant sous les ailes des grenades ou des fusées. Un appareil a cependant été abattu en Ukraine, ce qui laisse penser que plusieurs exemplaires équipent déjà l'armée russe. 3 peut-être. Vous avez une petite boue.
Il y a ensuite le drone Supercam S350. Cette aile volante d'une envergure de 3,2 mètres a une autonomie de 240 km et vole à 120 km/h. Lancé depuis une catapulte élastique, il a effectué des missions de reconnaissance. Peu connu, l'armée ukrainienne en a pourtant abattu au moins 2 et capturé 3, toujours selon Oryx. Vous avez une petite vidéo là-dessus. Ensuite, vous avez le Griffon 12, qui est un drone destiné au monde civil. Cette aile volante réalise normalement des relevés topographiques pour les travaux géographiques, géologiques, etc. En raison de son faible coût de production, il est mobilisé dans les combats par l'armée russe pour effectuer des missions de reconnaissance. Le Griffon 12 peut voler durant 3 heures à une vitesse maximale de 120 km/h. Ce drone équipe également l'armée arménienne. Vous avez ensuite le Lastochka M. Ce drone d'attaque est rare dans l'armée russe. Dévoilé pour la première fois en 2021 lors de l'exercice Zapad 2021, les Ukrainiens en ont capturé un, ce qui nous donne plus d'informations sur ce discret aéronef. Pesant 5,2 kg, le Lastochka M vole à 120 km/h maximum durant 2 heures ou sur une distance de 45 km. Il est conçu pour attaquer aussi bien les véhicules blindés que les soldats. Pour pallier son manque de drones et ses difficultés à en produire à cause des sanctions, Moscou en achète aussi à l'Iran. Vous avez le Moager 6, ce drone d'attaque de conception de fabrication iranienne a été mis en service en 2018 et arme depuis peu les forces russes en Ukraine. D'une envergure de 10 mètres pour 5,6 mètres de long, ce drone emporte 100 kg de charge utile, volant à 200 km/h durant 12 heures. Il effectue ses missions sur un rayon d'action de 200 km. Bien sûr, le décollage se fait sur une piste car l'engin pèse 700 kg, charge comprise. Fin septembre 2022, un Moager 6 employé par l'armée russe s'est écrasé en mer et repêché par les Ukrainiens. Les analyses ont montré que le moteur était fabriqué par Rotax, une filiale autrichienne de l'entreprise québécoise Bombardier Recreational Product. BRP a immédiatement publié un communiqué rappelant qu'elle n'a jamais donné son autorisation pour que ces moteurs soient utilisés à cette fin, et surtout si les drones sont russes. Mais ce n'est pas la première fois qu'un moteur Rotax équipe un drone russe. C'est le cas du Kozar, par exemple. Vous avez ensuite le Shahed 121 qui a été rebaptisé Geran 2 par les Russes. Ce deuxième drone iranien utilisé par l'armée russe est un drone kamikaze. Il a une forme d'aile volante, les explosifs 40 kg maximum, ainsi que les équipements d'optique, se trouvent dans le nez. 2,5 mètres d'envergure, 240 kg chargés, le Shahed 131 vole à plus de 180 km/h. Il est lancé depuis une plateforme de 5 drones qui peut être installée à terme, à terre ou sur un camion. Le Shahed 136 arrive en septembre 2022 en Ukraine, après que les Russes ont apporté quelques modifications pour répondre à leurs besoins. J'ai fait une petite vidéo précédemment à ce sujet. D'ailleurs, ils le baptisent le Geran 2. Selon certaines sources de l'industrie militaire russe, la Russie a adopté les drones afin d'intégrer le système de navigation satellitaire russe GLONASS, améliorant ainsi la portée et la précision de l'arme. Une enquête de CNN publiée en février 2023 relève que l'ogive du Shahed a été modifiée pour maximiser l'effet de zone de l'explosion. Des dizaines de petits fragments métalliques ont été ajoutés à l'ogive afin de les disperser à l'impact.
L'objectif est de projeter des centaines de ces fragments, provoquant ainsi une destruction étendue des installations techniques, notamment électriques, mais aussi humaines. Cette action vise à anéantir instantanément les transformateurs, les câbles, les équipements complexes en infligeant des dégâts aussi considérables que possible qu'il devient extrêmement difficile de les réparer. Vous avez une petite vidéo à ce sujet. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien entendu, elle n'est pas exhaustive, puisqu'il y a des centaines et des centaines de types de drones qui sont utilisés tant du côté ukrainien que du côté russe. Mais ce petit panorama montre en fait compte l'usage des principaux drones dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors, n'oubliez pas, bien entendu, de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.